L'actualité immédiate, bien sûr, avec les suites de l'affaire Benalla, avec le recours à l'armée face aux Gilets jaunes, et puis cette crise dans laquelle la France est engluée depuis plusieurs semaines et qui a sans doute des origines bien plus lointaines que ça. C'est avec Henri Guénaud ce matin qu'on va en parler, ancien député des Yvelines, et qui vient de sortir un livre. Ils veulent tuer l'Occident chez Odile Jacob, est un livre justement qu'il faut lire pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous à la faveur de la sortie de ce livre. Ils veulent tuer l'Occident. Vous avez mis beaucoup de temps pour l'écrire, oui. Ou il est venu de... Oui, oui, oui. Vous l'aviez en tête? Oui, je l'avais en tête et c'est le fruit d'une longue réflexion. Et ça date avant, il a été écrit pour l'essentiel avant la crise des Gilets jaunes. Bien sûr, j'imagine. Alors, deux sujets sur lesquels je voudrais vous entendre. La première, c'est que le Sénat, le bureau du Sénat, a décidé de saisir la justice, non seulement pour M. Benalla et son ami M. Kras, mais aussi pour 3 collaborateurs du président de la République, qui sont autres que le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet et le chef de cabinet. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela ? Pas grand-chose. Le Sénat fait son travail de contrôle de l'action du gouvernement. Il estime qu'un délit a été commis. Il saisit la justice, c'est le fameux article 40 du Code pénal, à la justice de décider s'il y a lieu. En tenant compte, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder toujours à l'esprit, et dans l'esprit des magistrats en particulier, du principe de la séparation des pouvoirs. Voilà, parce que rien ne serait pire que d'oublier ce principe. Alors, il y a eu un samedi noir à l'occasion du 18e samedi des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Le maintien de l'ordre n'a pas été à la hauteur, c'est moins qu'on puisse dire. Et là, hier, on apprend que l'armée, les forces sentinelles, qui sont les forces qui avaient été mises au point et en place pour lutter contre le terrorisme, vont être appelées, non pas à aller au-devant des manifestants ou des émeutiers, mais à protéger les bâtiments publics, l'Assemblée nationale, l'Élysée, pendant ces samedis de contestation. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que nous sommes partis dans une sorte de fuite en avant de la violence et des réponses à la violence. L'armée, elle est faite pour faire la guerre. Oui. On a utilisé l'armée dans l'opération Sentinelle contre le terrorisme. Bon, alors, c'est demander aux militaires de sécuriser une zone, un quartier, pour protéger cette zone contre les attaques terroristes. Ça peut parfaitement rentrer dans les missions de l'armée. Bien que ça soit compliqué, on l'a vu dans l'affaire du Bataclan, où, faute d'avoir des instructions claires, les militaires qui étaient là n'ont pas pu utiliser leurs armes, n'ont donc servi à rien. Pendant ce temps, il y a des gens qui se faisaient massacrer à l'intérieur. Bon, mais c'est le métier de l'armée que de sécuriser une zone contre des terroristes, contre un ennemi, parce que si l'ennemi arrive, eh bien on lui tire dessus. Voilà. En revanche, l'armée n'est pas formée au maintien de l'ordre, elle n'est pas équipée pour le maintien de l'ordre. Et donc elle est confrontée à ce choix, soit si des manifestants, même très violents, se confrontent à elle, soit ne rien faire du tout. Bon, là, c'est protéger les bâtiments publics. Non, mais, oui, mais bon, si des groupes ultra-violents arrivent et veulent rentrer dans les bâtiments publics, les militaires, soit ils ne font rien, soit ils tirent. Bon, donc, dans les deux cas, dans le premier cas, l'autorité de l'État s'en trouve considérablement affaiblie, et dans le deuxième cas, on ne sait plus où on va. Enfin, voilà, je pense que dans ce cas de figure, donc. Oui, je pense que c'est pas une bonne idée, parce qu'on n'a pas mesuré les conséquences et que, pour le coup, contrairement dans l'opération Sentinelle, on met en place les militaires dans une position qui est extrêmement délicate et qui ne correspond pas à la nature de leur mission. On l'a vu en 1947, on a utilisé l'armée, ça n'a pas été une très grande réussite. Il y a même des manifestants qui sont emparés d'automitrailleuses, simplement parce que les officiers ne veulent pas donner l'ordre de tirer sur la foule. C'est pas pareil de tirer sur un terroriste. Alors, avant qu'on crée
créé les gendarmes mobiles et les gardes républicains et les CRS au début du XXe, à la fin du XIXe, on utilisait l'armée. Ouais. Mais enfin, je conseille à tout le monde de relire Germinal et la confrontation entre un peloton de militaires et les grévistes. Ça finissait souvent par des bains de sang. Voilà, je pense que notre époque ne supportera pas cette montée de la violence. Voilà, Alors, on va essayer de prendre un peu de hauteur, on ne va pas balayer le fil de l'actualité comme ça. Comment on sort de cette crise des Gilets jaunes? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Moi, dans ma vie, j'ai toujours eu des idées sur ce qu'on pouvait faire le jour d'après. Ouais. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'elle a des racines très profondes. Ouais. Et ce qui est le plus frappant et le plus inquiétant dans ce qui se passe, c'est pas les Black Blocs, les antifascistes, les groupes d'extrême droite. Ceux-là, on sait, il existe des groupes ultra-violents, organisés. Qui ont toujours existé, voilà, qui ont toujours existé. Et qui sont ultra-minoritaires. Ça, c'est un problème d'ordre public. Et le vrai problème, ce sont les gens qu'on interviewait sur le trottoir, des gilets jaunes, des gens normaux, et qui disaient finalement, je suis assez content. Avant, je trouvais que c'était pas bien, mais finalement, on nous écoute pas, c'est bien. Ou la dame qui sort du magasin avec un objet qu'elle a volé, elle dit, ben moi, j'en porte un souvenir, comme ça, mes enfants sauront en gros que j'y étais. Enfin, voilà. Et je suis sûr qu'il y a 6 mois, vous lui aurez posé la question. Il est hors de question qu'elle le fasse. Il est hors de question qu'elle le fasse. Vous savez, c'est un auteur très connu qui s'appelle Gustave Le Bon, qui n'est pas très à la mode, mais qui a écrit La psychologie des foules, et il dit, il y a parmi les plus sanguinaires des conventionnels sous la Révolution, au moment de la Terreur, il y avait des gens tout à fait ordinaires, normaux, qui auraient fait sans ça de magistrats intègres, des notaires respectables, et qui sont devenus des bêtes sanguinaires pendant un certain temps, et ensuite sont redevenus normaux. Donc je crains que nous soyons entrés dans ce moment de grande violence où les sociétés qui se déchirent, qui sont fracturées, et qui n'en peuvent plus, ne peuvent plus de souffrir pour un tas de raisons. C'est une crise de civilisation, pour reprendre... Oui, c'est une crise profonde. Un terme que vous utilisez, d'ailleurs, vous distinguez civilisation et culture, d'ailleurs. Oui, c'est un vieux débat. La civilisation, c'est à la fois la culture, plus les institutions, plus les formes de vie sociale que la culture irrigue. Mais je crois que c'est une crise très profonde de civilisation qui ressemble... Étrangement, on pourrait réécrire aujourd'hui Malaise dans la civilisation, comme Freud dans les années 30. Ce qui nous arrive est le fruit d'une crise de civilisation, c'est le symptôme d'une crise très profonde. La crise, elle n'est pas comme on le pense les uns dans les institutions. Tout l'Occident est en crise et les institutions sont différentes partout. Elle n'est pas non plus simplement dans les conflits d'intérêts, enfin les intérêts. Elle est dans les idées, elle est dans les pensées. Voilà, elle est dans la pensée. C'est une crise profonde de la pensée qui nous a amené là. C'est pas une question uniquement de redistribution de richesses, c'est ça que vous voulez dire? Non, la question de la redistribution des richesses, plutôt le fait qu'on a broyé le pouvoir d'achat du plus grand nombre, comme on broie beaucoup de vies, qui viennent de la façon dont on a fait la mondialisation et dont aujourd'hui on organise l'économie, elle a des racines profondes dans la pensée. C'est-à-dire qu'on ne va pas corriger ça simplement en faisant des rustines ou en faisant des petits aménagements ici ou là. Ça n'est pas vrai. C'est toute une pensée qui nous a menés là. La pensée qu'il fallait s'émanciper de tout, s'émanciper des nations, s'émanciper des traditions, s'émanciper de la société, s'émanciper de la morale. Aujourd'hui, par exemple, on vit sous l'emprise d'une idéologie qui veut que l'économie soit amorale, en dehors de la morale. Il y a même des philosophes très, très respectables qui défendent ça. On vous dira, les marchés n'ont pas de morale, les lois de l'économie n'ont pas de morale, mais on ne demande pas au marché d'avoir de la morale, mais à ceux qui sont dessus, peut-être. C'est comme l'entreprise. L'entreprise, c'est une personne morale. Mais c'est une personne morale qui n'a pas de morale parce que ce n'est pas une personne. Mais ceux qui la dirigent, ceux qui la font vivre, eux, on peut leur demander d'avoir une morale. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on règle ou qu'on corrige, qu'on guérit avec les instruments de la politique ordinaire. Justement, il y a quelque chose qui est assez sensible et qu'on voit, qui est manifeste en tous les cas, quand on écoute les Gilets jaunes, on voit qu'il n'y a pas de conscience collective dans ces Gilets jaunes.
c'est des revendications individuelles, chacun les c'est la violence à siennes. l'état pur, Voilà. Et vous on le en dites peut d'ailleurs, plus. il n'y a plus de conscience, il y a une individualisation de la société qui conduit peut-être à ça, non? Il y a plus, disons, la conscience collective, la dimension collective de la conscience, la conscience individuelle, mais on a aussi une part de conscience collective, le partage d'un imaginaire collectif, d'une morale commune, etc. Tout ça est pulvérisé, mais je pense pulvérisé par la souffrance, par les difficultés, par tous les dysfonctionnements de notre société. Mais ça ne va pas aboutir, ça n'aboutit pas pour l'essentiel d'ailleurs à l'atomisation. Il se trouve que là, on a un mouvement qui est juste un mouvement de ras-le-bol, de colère qui devient aveugle. La colère, elle est toujours aveugle. Mais ça n'aboutit pas à ça. Au bout du compte, la pulvérisation de l'imaginaire commun, de la morale commune, ça aboutit à la balkanisation de la société, c'est-à-dire, en réalité, aux tribus. Les gens vont se replient sur des... Et on le voit d'air, même chez les Gilets jaunes. C'est le cas de Jérôme Fourquet qui vient de sortir. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais c'est plus qu'un archipel. Ce sont des tribus qui vont... Et on le voit d'ailleurs, il se recrée... Pourquoi ça dure aussi ce mouvement dans son noyau dur? C'est qu'il se recrée une sociabilité étroite, un peu primitive, hein, qui met évidemment en danger la cohésion de la société. Alors la droite, là-dedans, est-ce qu'elle existe encore? Pour moi, la droite n'a jamais vraiment existé. Moi, je pense que la gauche, ça existe vaguement dans l'histoire, parce que c'est porteur d'un idéal assez particulier, même si ça se divise en courants très divers. Je pense qu'il n'y a pas une droite, mais des droites depuis toujours, qui ne s'entendent pas entre elles, qui sont extrêmement opposées. Il y a la droite de l'argent, il y a la droite de la tradition, il y a la droite chrétienne, il y a la droite légitimiste, il y a eu la droite... Enfin, on a énormément de droites différentes, donc ça sert à rien d'en parler comme si ça existait. Ce qui a existé et qui n'était pas la gauche au fond et qui a pu de temps en temps gouverner et qui est ma famille politique en tout cas, c'est le gaulo-bonapartisme. En tout cas en France, c'est quelque chose, je dis pas pour tous les pays, mais c'est une sensibilité très profonde qui a dans la représentation politique a hélas disparu. Voilà. Et alors, quand vous lisez, parce qu'il y a Bruno Retailleau qui réfléchit quand même un peu à l'avenir de la droite, un peu beaucoup, il vient d'écrire un livre qui s'appelle Refondation, et il dit que finalement la droite, elle s'est abîmée en reprenant les mots et les idées de la gauche, par paresse intellectuelle d'ailleurs, dit-il. Oui, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Moi, si la gauche c'est Jean-Pierre Chevènement, je pense que je peux adhérer. Je pense que même aujourd'hui, si on relit Léon Blum ou Jaurès, il y a des choses que vous partagez avec eux. Lisez les grands discours de Jaurès sur l'éducation et vous verrez que la droite d'aujourd'hui est loin d'avoir atteint ce niveau de réflexion, de pensée, de profondeur. Donc je crois que c'est pas... Il faut en sortir là aussi. La société se radicalise et se balkanise. La société souffre, elle se divise. Et vous savez ce qui se passe quand les sociétés se déchirent. Hein. Elles se réunifient toujours depuis le début de l'humanité par le sacrifice sanglant, par le bouc émissaire, etc. Donc c'est ça qui nous menace. On y va. Et on va... Ah oui, je pense qu'on y va. J'espère qu'on ne va pas aller jusqu'au bout, mais je pense que là, on y va. Voilà, c'est en cela que ça ressemble un peu aux années 30 ou avant la période d'avant la guerre de 14. Pas du tout parce qu'il y a le camp du bien et le camp du mal, mais parce que les causes profondes sont en train de détruire la société, la civilisation. Si vous détruisez ce qu'il y a de civilisé dans l'homme, vous avez la sauvagerie. Ah, le problème, il est là. Et vous ne répondez pas à ça simplement par la droite et la gauche. Je veux dire, ça n'a plus de sens. D'ailleurs, qu'est-ce qui reste aussi aujourd'hui qu'est-ce qui reste de la gauche? Voilà. Si la gauche est la justice sociale, ça concerne tout le monde. Si la gauche est la lutte des classes, elle revient à cause des contradictions du capitalisme que nous avons nous-mêmes reforgées en oubliant toutes les leçons des années 30. Voilà. Mais on voit bien qu'on ne peut pas y répondre en opposant la droite et la gauche, plutôt le cercle de la raison. Voilà, qui est au milieu, là, vous savez, qui a regroupé une partie de la gauche et une partie de la droite, voilà, et qui domine l'Europe, le monde occidental, et ceux qui le contestent, qui sont très divers. Hein, avec cette situation problématique pour la démocratie, qui est la même que celle de la fin de la 4ème République. Au centre, vous avez un noyau dur politique, sociologique, partisan, etc., qui gouverne. Autour, vous avez des oppositions
radicalisées pour beaucoup, qui ne peuvent pas s'entendre entre elles. Donc au milieu, vous avez ceux qui gouvernent n'ont pas la majorité, mais il n'est pas possible de susciter une majorité de rechange. En 58, en 57, c'était le Parti communiste, les gaullistes, ils ne pouvaient pas faire un gouvernement ensemble. Bon, et donc il n'y avait pas de solution démocratique, apaisée et dans les urnes. Ça a fini par le 13 mai 58. Voilà. Et il y avait De Gaulle à Colombey, maintenant il n'y a plus personne. Ça change pas mal de choses. On est avec Henri Guénaud et on continue avec vos questions, chers internautes. Alors qu'Henri Guénaud vient d'écrire « Ils veulent tuer l'Occident » chez Odile Jacob. Et c'est Corentin Suire qui vient poser vos questions. Bonjour Corentin. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Henri Guénaud. Alors une première question de Caton en parlant de votre livre. Caton, c'était André Berkoff, il n'y a pas très longtemps. Caton, justement, une première réaction, il pense que vous chargez trop le libéralisme et pas assez la gauche, qui selon lui ne cesse de tout détruire par ses outrances depuis des décennies. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, on peut dire la même chose. Que la gauche politique ait beaucoup détruit de choses, c'est vrai. La droite politique n'a pas été toujours en reste, je le dis d'autant plus aisément que vous avez fait un bout de chemin avec elle. Non, plus qu'un bout de chemin, mais enfin, elle s'est transformée. Moi, je suis rentré dans un parti politique où il y avait encore des Messmer, des Chaban, des Guichard, des Debré, etc. Bon, je me retrouve avec ensuite... François-Xavier Bellamy, par exemple, pourrait être... Vous le suivez, là. D'ailleurs, on voit qu'il ne cède pas à la facilité d'un discours, il reste lui-même. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui peut justement avoir un avenir ? C'est quelqu'un que je trouve intéressant. Bon, maintenant, tête d'une liste où on aura bien du mal à trouver le fil directeur de la conception européenne. Tout ça, tant qu'on ne veut pas se remettre à réfléchir, eh bien, ça ne peut pas marcher. Quant au libéralisme, pardon, mais il a fait, lui aussi, comme toute idée poussée trop loin, il a fait des dégâts considérables. Mais j'appelle pas libéralisme, on peut mettre sous ce vocable beaucoup de choses, mais si le libéralisme, c'est ce qu'on fait depuis le début des années 80, c'est-à-dire lâcher la bride totalement à la finance, alors qu'on avait compris dans les années 30 que ça conduisait à des catastrophes, si c'est le darwinisme social, la lutte pour la vie, les premiers de cordée, le ruissellement, les dégâts, ils sont aussi sous nos yeux. Tout le monde est responsable. Tout ce qu'on pousse à l'extrémité de sa logique finit toujours par être meurtrier. Vous savez, même une religion d'amour peut finir très mal quand on pousse beaucoup trop loin la confusion de la foi et de la raison. Voilà. La littérature en est pleine. Alors, Oracle pense que la droite sociale de Philippe Séguin manque à l'échiquier politique actuel et il vous demande qui peut incarner ce courant politique aujourd'hui. Et le commentaire ajoute, est-ce que vous seriez favorable à éventuellement un rapprochement avec le Rassemblement national ? Bon, moi, je ne crois pas du tout à ce genre de... Ça fait beaucoup, là, quand même. Voilà, ça fait beaucoup de... D'abord, je ne sais pas qui peut l'incarner. Les circonstances décideront si quelqu'un peut sortir du lot pour incarner, encore une fois, ce gaullisme social ou gaulo-bonapartisme, comme vous voudrez, parce que je crois qu'il faut regarder plus large que simplement le gaullisme social. Le gaullisme, c'est plus large, et le gaulo-bonapartisme aussi, mais qu'incarnait très bien Pasqua et Séguin, par exemple, quand ils étaient réunis, très complémentaires. Et on pourrait y rajouter encore une fois un Chevènement et quelque chose. Tout ça faisait une vraie sensibilité politique à peu près construite. Je crois. Pour l'instant, je ne vois pas, rien ne s'impose, et il n'y a plus de famille politique organisée en parti politique qui incarne cela et qui soit capable, qui nous donne le sentiment que ce flambeau va être repris. Ça reviendra peut-être, comme reviendra sans doute le socialisme aussi dans la vie politique, mais pour l'instant, on n'y est pas. Quant au reste, moi, je n'ai pas envie à ce stade de me prononcer sur la cuisine politicienne pour savoir s'il faut que le Front National, le Rassemblement National absorbe les Républicains ou l'inverse. Les histoires de fusion-acquisition dans la vie politique française me laissent aujourd'hui très, très froid. C'est pas les partis tels qu'ils sont tels qu'ils sont aujourd'hui qui vont résoudre le problème. Alors, est-ce que vous êtes favorable à un allongement de l'âge du départ à la retraite ? Alors, ma conviction très profonde, c'est que, bien sûr, la durée de vie s'allonge, mais ce problème se règle par la durée de cotisation.
Bon. Et il ne faut pas croire, cela dit, que tant qu'on n'aura pas résolu le problème du chômage de masse, de la croissance, etc., ça va résoudre miraculeusement la question du financement de la sécurité des retraites et de la sécurité sociale en général. Bon. Après, moi j'éprouve un certain malaise de voir cumuler l'allongement de la durée de cotisation et un âge de départ à la retraite. Pourquoi ? Parce que ça rapporte quand on recule l'âge de départ à la retraite. Mais ça rapporte pourquoi ? Ça rapporte essentiellement parce que ceux qui ont commencé à travailler tôt sont obligés de cotiser beaucoup plus longtemps que les autres. Voilà. Et donc c'est une sorte d'escroquerie par rapport précisément à ceux qui incarnent le plus la valeur du travail, qui est d'ailleurs un des grands problèmes de notre société, puisque si on est lésé ou si on ne peut pas vivre de son travail dans une société où la valeur travail est capitale et cardinale, alors on a un problème avec les valeurs, précisément. Dernière question. Allongeons la durée de cotisation, si on veut. Voilà. Et peut-être supprimons le départ de l'âge à la retraite. Voilà. On aura quelque chose de plus cohérent et qui permettra de piloter le système. D'accord. L'internaute JPK pense qu'il est indispensable de réformer la justice des mineurs en modernisant l'ordonnance de 1945. C'est un projet de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Est-ce que vous partagez son avis ? En gros, est-ce qu'il faut baisser l'âge de la responsabilité pénale ? L'excuse de minorité. Voilà. Oui, c'était déjà un sujet dont on a beaucoup discuté, notamment pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. On ne peut pas laisser la justice des mineurs en l'état quand on regarde l'évolution de la délinquance. Et puis, vous savez, chaque période a ses priorités, ses caractéristiques. Les caractéristiques aujourd'hui de la délinquance, et notamment de la délinquance des mineurs, nous forcent à revoir le dispositif. Vous ne seriez pas heurté s'il y avait une excuse de minorité qui s'arrêtait à 16 ans. C'est-à-dire la responsabilité pénale commencerait à l'âge de 16 ans. Moi, je pense même qu'elle peut commencer un peu plus bas. Voilà. D'accord. Je trouve que il faut regarder les choses en face. Ce qui nous fait le plus mal, c'est la montée de l'anomie dans la jeunesse, ce qui est le plus dangereux. Bon. Et ce problème, il faut le prendre à bras-le-corps. C'est pas un problème de sensibilité au désarroi de la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur l'éducation, qu'il ne faut pas travailler sur la prévention. Peut-être qu'on pourrait songer à un vrai rétablissement aussi du service militaire. Mais l'anomie, cette montée de la violence anomique, elle est terrible. Moi, j'ai entendu des policiers expliquer que dans les bandes qui sévissent maintenant dans la région parisienne, 40% à peu près 40% des membres de ces bandes très violentes ont moins de 14 à 12 ans ou à 11 ans. Donc, on a quand même un vrai sujet. Ouais. Alors, peut-être ça ne veut pas dire qu'il faut les envoyer en prison avec les mafieux et les radicalisés, les islamiques radicalisés. Peut-être trouver dans des prisons particulières, dans des centres. Mais on ne peut pas rester en l'état, l'excuse de minorité étant devenue une excuse tout court. C'est Henri Guénaud qui était avec nous ce matin. Merci Henri Guénaud, qui est l'auteur d'un livre qui sort ces jours-ci. Henri Guénaud, Ils veulent tuer l'Occident, chez Odile Jacob, et dans lequel vous trouverez peut-être quelques explications à la crise certainement même, à la crise que nous traversons aujourd'hui, même s'il a été écrit avant. Merci Henri Guénaud, merci à vous chers internautes, merci Corentin Suire d'avoir été l'interlocuteur de nos fidèles téléspectateurs.